Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Impression 3D, l'usine du futur. C'est une exposition qui a lieu au lieu du design, justement, jusqu'au 9 juillet prochain. Finalement, on voit la fabrication additive, c'est comme ça que ça s'appelle, comme une quatrième révolution industrielle. Et pour cause, je vous donne juste un chiffre. Le marché mondial de l'impression 3D, c'est 2,7 milliards d'euros, une croissance de 30% par an. Mais quid du luxe? Comment cela transforme la manière de créer, de fabriquer, de vendre du luxe? Vous allez voir, ça risque de tout changer. Stéphane Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du lieu du design. Patrick Baruel, bonjour. Bonjour. Président de la joaillerie Jobalet. Et Catherine Gorgé, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale du groupe Prodways qui fabrique de l'impression 3D, qui fabrique des machines d'impression 3D. Et vous êtes aussi la directrice de la filiale initiale qui lance luxe et design, vraiment qui s'est spécialisée sur ces questions-là. On va commencer quand même par l'exposition qui donne envie de dérouler le fil quand même de ce qui se passe pour en venir à vos exemples. François Brumand, designer et commissaire de l'exposition, c'est important parce qu'effectivement le design c'est aussi la clé de tout avec l'impression 3D. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Stéphane Simon, au lieu du design, justement de vous appuyer vraiment sur l'impression 3D? Écoutez, l'impression 3D est un sujet majeur aujourd'hui. Vous avez parlé de quatrième révolution industrielle. On peut le dire, c'est reconnu comme tel dans le monde entier. Le designer François Brumand est venu à notre rencontre il y a un peu plus d'un an. Donc on a travaillé très en amont sur cette exposition. Beaucoup de publications sur le sujet ont eu lieu depuis cette date au plan mondial. Bien évidemment renforcées par tous les fabricants de machines, toutes les innovations qui sortent, on va dire, même chaque semaine autour de la fabrication additive. Et en tant que lieu du design, puisqu'on est dans la prospective, bien évidemment dans l'actualité, mais aussi dans la prospective, il nous a semblé judicieux et même essentiel de s'emparer de ce sujet du point de vue économique, social, sociétal, créatif, mais aussi économique. Mais bien sûr, parce que quand on parle de révolution industrielle, c'est que ça change fondamentalement la façon de faire finalement et la façon de vendre. Alors, 70 créations innovantes, vous donnez plein d'exemples, on va y revenir. Et j'ai l'impression, et beaucoup notamment d'exemples étrangers, outre-Atlantique ou non d'ailleurs, ou asiatiques, que est-ce à dire déjà, pour commencer, que la France a un peu de retard en la matière, ou est-elle en train de rattraper son retard? Et puis je vais vous poser la question ensuite à vous, Catherine Gorgé. Alors, on peut le dire en toute honnêteté, la France a accusé un certain retard dans le domaine de l'impression 3D, même s'il y a des contre-exemples sur ce plateau de gens qui se sont emparés de ces technologies. Il faut savoir que le premier brevet de l'impression 3D date de 1984, il est français, juillet 84, et en août 84, un même brevet est déposé aux États-Unis. Malheureusement, ce qui arrive fréquemment en France, personne ne croit à ce brevet et à cette technologie, et donc ça n'est pas suivi d'effet, alors que les Américains ont immédiatement compris tous les potentiels de la technologie et se sont emparés pour en faire un outil industriel phénoménal. Maintenant, c'est vrai qu'on a 70 projets du monde entier qui viennent de tous les continents, qui sont en quelque sorte un état de l'art de ce qui se fait le mieux aujourd'hui en termes d'impression 3D. Dans le domaine des matériaux, puisqu'on présente de l'argile, on présente de l'or, on va en parler avec la joaillerie Jobalet, on présente bien évidemment de la résine, tout un tas de matériaux qui transforment considérablement cet outil. Et alors ce qui est surprenant, c'est qu'à la fois on a un certain retard, et depuis un mois, date de l'ouverture de cette exposition, j'ai reçu plusieurs délégations étrangères venant de Chine. Encore hier, 60 personnalités chinoises avaient fait le déplacement pour venir voir l'exposition et se rendre compte finalement de où en étaient les avancées mondiale, mais aussi française. Ce qui les intéresse au sein de la France, c'est cette French Touch, ce côté design justement, on revient au cœur du sujet, de comment les designers se sont emparés, se sont accaparés ces technologies pour en tirer sans doute quelque chose de performant chez eux. Parce que c'est ce qu'on disait dès le départ, c'est ce que montre aussi l'exposition. Bien sûr, il y a la technique, la technologie, mais savoir qu'en faire aussi. Vous parliez d'applications, on en a vu dans le médical, bien sûr des avancées scientifiques, alimentaires, même on va un peu plus s'intéresser au design, au luxe, à la joaillerie. Mais ce qui est important, Catherine Gorgé, c'est le savoir-faire technologique, et vous, notamment chez Initial, c'est de l'allier à qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a cette machine. Il faut la création, le créatif à côté. Alors je dirais que le créatif est nécessaire. Tout démarre avec un croquis, une esquisse. Nous, chez Initial, nous existons depuis 25 ans. C'est 25 ans de savoir-faire, d'accompagnement de nos clients. Nous les aidons depuis la conception de leurs pièces jusqu'à la livraison de l'objet imprimé en 3D.
Je dirais que c'est vraiment le début de l'histoire, c'est le créatif. Et aujourd'hui, grâce à ces technologies d'impression 3D, la créativité devient sans limite. Et pour ce secteur du luxe et du design dont nous parlons aujourd'hui, je dirais quand vous voyez un objet de ce type-là... Donc là, finalement, c'est comme un ballon en dentelle. C'est comme un ballon en dentelle. Il n'est possible de ne le réaliser qu'en impression 3D. Toute technique ou procédé traditionnel, vous n'arriverez pas à faire un objet aussi... Quel est le matériau utilisé là? C'est du plastique. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on est capable d'imprimer chez Initial dans de nombreuses matières. Ça va du plastique au métal. Nous avons un des plus grands parcs de métal en France, avec plus de 8 machines, et en Europe. Aujourd'hui, je dirais, il y a à peu près 200 matières, sachez-le, disponibles aujourd'hui en impression 3D. Au quotidien, chez Initial, on utilise à peu près une vingtaine de matières. Et effectivement, on peut. Donc là, c'est du plastique, mais on peut aussi travailler d'autres matières. Ce que vous nous avez amené, ce sont quoi? C'est toujours du plastique ou c'est du textile? Parce qu'après, il y a ça aussi, c'est qu'avec l'impression 3D, une matière de départ peut ressembler à une autre matière. Oui. Alors aujourd'hui, grâce aux nouvelles matières, je dirais, il est tout à fait possible d'expérimenter des matières souples et flexibles. J'ai ici des petites voilettes qui ont été faites et qui sont destinées au secteur de la haute couture, par exemple, qui sont réalisées dans une matière biosourcée végétale, avec une biocompatibilité et un contact peau possible. C'est souple, c'est flexible et on peut déjà commencer à imaginer. Ça ressemble à un textile à jouer, mais ça ressemble véritablement à un textile. Et d'ailleurs, on a vu sur les podiums, vous parliez de haute couture tout à l'heure, pour n'en citer qu'un, c'est Chanel, ils ont fait des tailleurs haute couture, et au tout dernier défilé Chanel, il y a quelques sacs, on sait, qui ont été réalisés en impression 3D. Est-ce que c'est avec vous ou vous n'allez peut-être pas nous dire, parce que c'est ça aussi la question. Je vous vois sourire, je vais vous... Catherine Gorgé, le souci, c'est qu'aujourd'hui, justement, les marques du luxe, bien sûr, il y a ce savoir-faire, mais elles ont tellement communiqué sur le geste de la main, l'artisanat, qu'elles ont du mal à dire qu'elles travaillent avec vous. Oui, je connais bien les maisons de luxe, j'y ai travaillé pendant 10 ans. En fait, aujourd'hui, les maisons de luxe se retournent vers des codes, des valeurs, un retour aux sources, un savoir-faire artisanal. Et aujourd'hui, il y a un gros travail pédagogique qui a été fait déjà depuis quelques années auprès de ces maisons pour arriver à placer ce message de l'innovation technologique, qui est un terme un peu rugueux dans le secteur du luxe, mais je dirais qu'aujourd'hui, ça y est, les maisons de luxe se sont emparées de cette innovation, des technologies et des matières et ont passé le cap. Elle ne communique pas encore dessus, ça viendra... Ça viendra certaines communiquer. Ça viendra certaines, et évidemment Chanel, c'est tout à fait officiel, c'est eux qui ont parlé de ça. Et puis il y a Jo Ballet aussi, par exemple, de la joaillerie 3.0. À quel moment précis est-ce que vous pourriez nous expliquer où vous utilisez l'impression 3D, Patrick Baruel? En fait, on utilise l'impression 3D, je dirais... pratiquement au début. Là, je vous ai amené un exemple concret où ça c'est notre dernière création, donc une bague qu'on a réalisée à partir justement de la technologie 3D. En fait, tout simplement, on est parti d'un croquis, donc on part d'un croquis par rapport à ce qu'on souhaite faire, et par rapport à ce croquis-là, on va faire ce qu'on appelle un fichier STL. Donc un fichier STL, c'est-à-dire qu'on va modéliser le croquis que vous avez là sous format informatique, et grâce à ce format informatique, ensuite on va réaliser ce qu'on appelle une cire de fonte pour pouvoir réaliser cette pièce que vous voyez là. Donc une cire, c'est vraiment, quand on dit une cire de fonte, c'est vraiment une cire? Oui, c'est vraiment une cire. Alors vous avez ici par exemple un exemple de cire dont je vous ai amené. Alors, ce qui est très important à signaler, et pour rebondir à ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui les maisons de luxe, c'est vrai, ont du mal à communiquer, mais l'utilisent de plus en plus. Oui. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le 3D, comme pour nous par exemple, le 3D c'est une complémentarité par rapport à notre travail d'artisan. Je pense que le travail d'artisan reste quand même très très important. Pourquoi? Parce que quand vous voyez comme ça une bague qui est fait sur écran, on n'a pas forcément, dans des bagues beaucoup plus complexes de haute joaillerie, on n'a pas forcément le volume sur un écran. Et le volume est quand même important dans une pièce de joaillerie. Et puis l'essayage. Alors l'essayage, ça c'est différent, parce que l'essayage, voilà, l'essayage, c'est justement ce qui fait l'attrait de la 3D aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous réalisons justement des résines, comme vous voyez là, où en fait le client nous envoie sa demande, qui peut être par exemple ici une bague, un petit peu inspirée ici, c'est une bague inspirée de la lingerie, d'un corset. Et en fait, nous on réalise les dessins et ensuite on va réaliser justement cette résine avec la forme du diamant qu'il a souhaité
et la taille du diamant. Et on va les envoyer partout dans le monde, hein, donc on envoie à Hong Kong, en Amérique du Sud, etc. Et le gros avantage, c'est que le client, justement, peut l'essayer et peut voir le volume de ça. Voilà. Et avant de fabriquer, le client peut nous dire, ben là, je voudrais modifier telle et telle partie, et ensuite on fabrique. Et c'est ça le gros avantage et la grosse évolution pour les joailliers aujourd'hui, de dire, ben avant de fabriquer, on vous montre une résine et ça permet justement de voir la pièce avant qu'elle soit fabriquée. Avant, il y avait d'autres possibilités, il y avait des maquettes, il y avait des... Avant, on utilisait la pâte à modeler. Ah oui, carrément. On faisait en effet des maquettes comme ça, en pâte à modeler, mais c'était beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. On l'utilise encore un petit peu aujourd'hui, mais pour vraiment des pièces un petit peu exceptionnelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, par exemple, nous avons évolué, et comme vous avez dit, le 3.0 de la place Vendôme. Pourquoi? Parce que justement, on associe cette tradition de la joaillerie, et on est très fort dans cette notion de joaillerie et d'autres joailleries, mais aussi l'innovation, les nouvelles technologies, comme on a parlé, et en particulier la 3D. Donc c'est vrai qu'il y a cette évolution. Les maisons de luxe, vous avez parlé de Chanel et Karl Lagerfeld, l'utilisent aussi, mais encore une fois, c'est un complément. Donc on l'a vu finalement créer des formes jusqu'ici impossibles à réaliser, des procédés de fabrication différents, on gagne du temps, c'est de l'hyper optimisation, tout ça c'est des mots que l'on emploie et que l'on retrouve dans l'exposition au lieu du design impression 3D l'usine du futur. Stéphane Simon, à quoi ça peut servir justement? Qu'est-ce que ça permet d'autre l'impression 3D? Écoutez, ce que montre l'exposition, c'est effectivement des process d'hyper-optimisation, la création de nouveaux modèles économiques, on vient de le voir, la création et l'apparition de nouveaux savoir-faire. Alors, pour revenir à la thématique du luxe, je pense que les grandes maisons ont cette peur, effectivement, de se faire déposséder d'un certain savoir-faire au profit de la machine qui, finalement, ferait à la place de l'homme. Et ce que montre très bien l'exposition, à travers des films, à travers des objets, c'est que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que l'impression 3D arrive très souvent en amont et n'empêche nullement en fait l'intervention de la main de l'homme qui de toute façon sera toujours nécessaire pour apporter un fini unique, que ce soit en termes de polissage, que ce soit en termes de précision dans un détail qui serait demandé par un client. De toute façon, ce savoir-faire est absolument conservé. Ce qu'on voit grâce à l'apparition de la 3D, c'est la naissance de nouveaux savoir-faire. On est même en train, plusieurs personnes réfléchissent à un annuaire, si vous voulez, des nouveaux métiers que crée l'impression 3D. Bien évidemment, les fabricants de machines en font partie, mais l'impression 3D aujourd'hui crée de l'emploi au sens où il faut assurer la maintenance de ces machines, assurer les formations des gens qui vont créer les fichiers en 3D, ce qu'on appelle des modeleurs numériques. Donc ça, c'est un nouveau métier finalement. On sait qu'aujourd'hui, il manque 2000 emplois de modeleurs numériques en France. Ah oui, et quand on voit même les compagnons du devoir aujourd'hui, ici, s'il y en a bien qui connaissent le geste, ce sont bien eux, sont en train d'être formés à toutes ces techniques de l'impression 3D. Catherine Gorgé, donc sur ces savoir-faire, il y a aussi la possibilité, bien sûr, que le créateur, voire le client, prenne de plus en plus part à la création. C'est aussi en ça que ça doit être intéressant pour vous. Alors, c'est le cas aujourd'hui. Effectivement, tous les directeurs artistiques ou architectes ou artistes que nous rencontrons, nous les accompagnons et nous travaillons au quotidien avec eux. Que ce soit au niveau des modeleurs 3D en amont, c'est un vrai travail en équipe et c'est pour ça que nous avons créé une division qui est dédiée à ces métiers du luxe et de l'art, parce qu'en fait il faut comprendre les créatifs, il faut les accompagner, il faut comprendre aussi quels sont les codes, les valeurs et les ADN de ces maisons, de manière à pouvoir modéliser et fabriquer des objets qui respectent leur univers et leurs histoires. C'est justement une autre histoire. L'autre aspect, c'est la quantité de fabrication, bien sûr. Paradoxalement, on pourrait penser à un processus davantage industriel, mais ça permet aussi plus de personnalisation. Alors oui, je crois que la révolution pour le secteur du luxe est aussi là, c'est qu'aujourd'hui on est sur le sur-mesure et sur la personnalisation de l'objet. Le luxe, avant tout, c'est la rareté aussi, et aujourd'hui on revient sur la possibilité de réaliser des pièces uniques, sur mesure. Ça, c'est très important et aujourd'hui, les maisons de luxe s'orientent effectivement vers ces procédés-là. Chez Initial, je sais que vous ne pouvez pas nous donner les noms des personnes avec lesquelles vous travaillez, mais on le voit assez logiquement, comme on le voit avec la maison Jovalet, qu'on peut travailler assez facilement en joaillerie. Vous nous avez amené des exemples d'ailleurs. On peut travailler un petit peu sur du textile. Est-ce qu'il y a des secteurs du luxe pour lesquels c'est plus facile et ils sont déjà bien en avance sur l'impression 3D et d'autres qui sont peut-être plus en retrait? Oui, je dirais que ça fait à peu près déjà une dizaine d'années que chez Initial, on travaille avec des horlogers suisses
Ils ont été très en avance en termes d'industrie. Ce sont des clients fidèles et récurrents qui travaillent énormément déjà en impression 3D. Certains sont même équipés avec des petites machines. Et aujourd'hui, par exemple, on peut être amené à fabriquer des boîtiers de montres qui sont commercialisés en métal. Donc c'est un secteur qui a pris une avance par rapport aux métiers plutôt de prêt-à-porter ou de mode. Chez Jobalet, vous nous parliez tout à l'heure de cette fameuse cire, Patrick Baruel. Est-ce que vous regardez ce qui se passe justement pour vous dire on pourrait peut-être aller encore plus loin? Bien sûr, pas encore pour les pierres, ça, on l'entend bien, l'impression 3D des pierres, c'est pas pour demain. Mais je disais que Cookstone Gold, par exemple, est capable d'imprimer de l'or. J'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que vous y pensez ou est-ce que vous dites finalement c'est trop tôt? Non, au contraire. Nous, on est toujours, encore ce matin, j'avais un rendez-vous avec une société anglaise qui a développé une application justement pour faire du sur-mesure directement via Internet. Donc, évidemment, on se tient au courant. Alors, quand vous parlez de l'or, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe la possibilité d'imprimer avec de l'or. Alors, pour nous, on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez qualitatif encore. Je pense que ça va évoluer, mais ce n'est pas assez qualitatif puisque tout simplement on utilise de la poudre d'or et que le rendu n'est pas encore assez haut de gamme, je dirais, pour notre maison. Mais pourquoi pas dans le futur, dans les années qui viennent. Je pense que cette technologie va évoluer et évidemment on s'y intéressera si en termes de qualité, et c'est toujours ça le point important, hein, si en termes de qualité on arrive à avoir ce qu'on souhaite en fait. Et c'est là où c'est différent. Donc tout à l'heure on parlait du sur-mesure. C'est vrai que le sur-mesure pour nous est très important. Et par exemple ici, un exemple de bouton de manchette avec des initiales. Et ça, on peut le faire grâce au 3D justement, parce que le client, via notre site internet d'ailleurs, choisit les initiales qu'il souhaite mettre sur son bouton de manchette, et grâce à l'impression 3D, on fait des pièces uniques avec ces initiales. Et donc en quel matériau là? En or. Oh non. Mais par contre, on sort une cire et ensuite on fait de la cire fondue, si vous voulez, par fonte, pardon, où en fait là, l'impression n'est pas de l'or, mais c'est de la cire. Et ensuite, c'est nous qui traitons pour que ça devienne de l'or en fait. D'accord, Catherine Gorget. Oui, donc pour compléter, en parlant d'avancées technologiques récentes, par exemple, chez Initial, nous avons aujourd'hui un logiciel qui permet, sur l'objet imprimé en 3D, d'avoir une texture, par exemple une imitation de peau crocodile, ou d'avoir un toucher. C'est-à-dire qu'en plus de l'esthétique et de l'exigence de perfection de la qualité du produit, on est capable aujourd'hui, l'imprimante 3D est capable d'imiter un produit naturel, comme une peau, un cuir. Et ça, par exemple, c'est nouveau. Et le secteur du luxe, aujourd'hui, est très friand de ce type de finition. Et vous challenge, j'imagine, tous les jours avec ça. Stéphane Simon, ce que disait Patrick Baruel, nous disait, dans le futur, on verra, mais ça va beaucoup plus vite que ça, finalement. Ce que vous disiez tout à l'heure, entre le moment où vous décidez de monter l'exposition avec François Brumand, au lieu du design, et aujourd'hui, presque les choses ont déjà évolué. Aujourd'hui, en 2007, ça sera encore autre chose, encore une autre aventure. Écoutez, ça ne cesse d'avancer, effectivement. Récemment, un consortium s'est créé dans l'Est de la France avec le CERFAV, qui est un centre de formation aux arts verriers, très réputé, qui s'est associé à une école d'ingénieurs et plusieurs groupes d'intérêt économique pour creuser la question de l'impression 3D en verre. Donc ça, c'est aussi un matériau que les gens ont à ce jour encore du mal à maîtriser grâce à l'impression 3D. Mais la prochaine révolution, c'est d'arriver à partir d'une même buse, puisqu'on dépose une matière à partir d'un embout qui va couche après couche constituer une matière ou un objet, ça va être de mélanger les matières. C'est-à-dire que la vraie révolution de demain, c'est une pièce en impression 3D qui va être composée à la fois de verre, de métal, de plastique, d'argile. Ça, c'est vraiment ce qui nous attend demain. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Catherine Gorget, c'est la mode. On a parlé de Karl Lagerfeld, mais on a dans l'exposition une très belle pièce réalisée par Audi avec une designer néerlandaise qui s'inspire des technologies aujourd'hui présentes dans les véhicules pour les marier effectivement avec des matières cuir et des matières 3D et en faire une robe, une très belle robe. Tout ça, c'est à découvrir en ce moment même et jusqu'au 9 juillet au lieu du design, l'impression 3D, l'usine du futur. Je rappelle juste aussi le catalogue avec 70 créations innovantes que l'on retrouve, c'est chez Duno. Merci infiniment Stéphane Simon, directeur général du lieu du design, Patrick Baruel, président de la joaillerie Jobalet, et Catherine Gorget, secrétaire générale de Prodways et directrice luxe et design d'Initial. Merci beaucoup à tous les trois.